We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to next time I got some my vibes. 6 in the morning, 6 in the morning. Whoa, I play hard, but I got my head up 6 in the morning. Okay, je m'appelle Brice Koué, je suis sénégalais. J'ai un peu plus de 30 ans maintenant. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait une partie de mes études au Sénégal et j'y travaille maintenant en tant que content manager dans une entreprise de la place. Et voilà, l'autre travail que j'ai, c'est d'être père de famille, c'est ça. Louga, c'est 15 ans de ma vie, donc la moitié déjà, c'est mon enfance parce que quand nous sommes nés, pour des raisons familiales, nous ne pouvions pas rester avec nos parents. Nous avons été emmenés à Louga à partir de l'âge de 9 mois et y rester jusqu'à 15 ans. Donc Louga, c'est une grande partie de ma vie, c'est ma ville à moi. Où j'ai connu les plus beaux moments de ma vie, donc toute mon enfance déjà et une partie en tout cas le début de l'adolescence. C'est une grande partie de mes études jusqu'avant le bac, parce que je viens passer le bac à Dakar. Et voilà, c'est peut-être la terre où j'irai vivre après la retraite, Inch'Allah. Oui, alors j'ai fait mes études primaires à Louga, à l'école SOS de Louga, parce que moi-même j'étais pensionnaire du village SOS. Pour la petite histoire, le village SOS, c'est un centre qui reçoit des enfants issus de familles démunies, donc qui n'ont pas les moyens de les prendre en charge, mais aussi des orphelins. Ou aussi ce qu'on appelle des enfants déshérités, donc qui n'ont pas forcément des repères familiaux. C'est dans ce cas-là que moi j'étais. Donc j'ai fait mes études primaires à l'école même du centre, donc du village SOS. Et après, j'y ai fait aussi mon collège, le collège donc au CMT, Centre Collège d'enseignement moyen et technique. J'y ai été jusqu'en classe de 3e, BFM. Ensuite, je fais la seconde au niveau du lycée Malick Sall de Louga avant de revenir à Dakar, donc au CSPA pour faire la première et la terminale. Et ensuite, j'ai fait ma licence ici à Dakar, à l'ISM, au groupe ISM, un bachelor donc en management des entreprises, en gestion, avant d'aller pour le Maroc faire un premier master en management des ressources humaines, puis revenir maintenant à Dakar pour commencer à travailler et continuer les études dans d'autres domaines comme la finance, les sciences politiques. Et durant ce moment-là, donc j'ai commencé aussi à enseigner dans des écoles supérieures privées avant d'intégrer plusieurs entreprises jusqu'à celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Parcours professionnel, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en tant qu'enseignant. Je continue toujours d'enseigner chaque fois que le temps me le permet. J'enseigne la géopolitique africaine, donc qui fait partie des sciences politiques. J'enseigne le management et un peu de RH aussi, ressources humaines. Donc d'enseignant, je suis passé en entreprise comme responsable de communication dans un cabinet qui s'appelle le groupe Trust Communication, où nous faisions beaucoup de médias, beaucoup de com, etc. Avant de rejoindre ensuite, plus tard, le think tank, c'est une ONG, si on peut l'appeler comme ça, WATI, West African Think Tank, où j'étais en charge de l'administration et du personnel. Et à la suite de ça, j'ai rejoint Imagination Africa, qui est une ONG. Et là, c'était comme chef de projet, un projet qui s'appelait Menenek et qui visait à sensibiliser les populations dans les zones de Kédougou, Kolda et Tambacounda sur les dangers de l'extrémisme violent. Donc, c'était un projet financé par
les États-Unis. J'ai piloté ce projet-là pendant quelques mois avant de décider de devenir entrepreneur, donc de créer un cabinet de consulting où nous faisions donc des études de marché pour les entreprises, des formations aussi pour le personnel, etc. Et en 2020, j'ai rejoint Wave Sénégal, que nous connaissons comme une fintech, donc avec une mission claire d'atteindre l'objectif principal que nous nous sommes fixés, qui est l'inclusion financière de toutes les populations. Donc j'entre à Wave d'abord comme Regional Training Officer, donc en charge de la formation, autant au niveau du personnel qu'au niveau des agents. Et 6 mois plus tard, je vire au département communication et marketing comme content manager. Et je pense que peut-être nous parlerons plus tard de ce poste-là que j'occupe actuellement. Voilà. Wave, nous sommes présents au Sénégal depuis 2018. En tout cas, nos premières opérations démarrent en 2018. Moi, je rejoins en 2020, donc en cours. Je prends l'histoire en cours. Et voilà, nous sommes là pour faciliter, pour donner le droit à tout le monde, toutes les populations, quel que soit leur niveau financier, quelle que soit leur situation géographique, quelle que soit leur situation familiale, d'avoir le droit d'accéder aux services financiers. Le constat est simple. Nous avons des banques et tout le monde est d'accord que le taux de bancarisation est très faible au Sénégal. Pour des raisons parfois culturelles, sociales, etc. On n'est pas trop bancarisé, on n'est pas trop banque. Mais l'autre constat qui vient avec cela, c'est que tout le monde a un smartphone. Le taux de pénétration de la téléphonie est extrêmement grand au Sénégal. On parle de plus de 100%. Alors, l'idée, c'est comment faire que ce téléphone-là puisse servir aussi de mini-banque. Donc, c'est ça qui fait. Et quand on arrive sur le marché, bien sûr, on a nos concurrents, on a d'autres personnes, mais on voit que les prix sont chers. Or, je ne vais pas entrer dans les détails, dans la norme, les prix peuvent être beaucoup plus bas. Donc, ce que nous faisons à Wave, nous décidons d'appliquer les prix raisonnables. Et je pense que ça a été une grande révolution pour les Sénégalais. Et nous continuons d'essayer d'atteindre cet objectif-là en mobilisant les ressources humaines qu'il faut et en comptant, en s'appuyant beaucoup sur les jeunes comme nous autres. Oui, en tant que content manager, le rôle qui est le mien, d'abord, c'est d'être force de proposition sur tout le contenu de communication, marketing que nous avons, content comme contenu en anglais. Donc, ça va des affiches qu'on voit dans la rue aux éléments qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est donc proposer du contenu pour notre communication, pour notre marketing. Et il y a l'autre aspect maintenant qui est aussi dans du community management, gérer une équipe très performante, très agile de community managers qui, eux, sont chargés de la modération sur les réseaux sociaux, de la publication de nos contenus de formation, etc. Donc, ça va vraiment, c'est toute une chaîne de communication qui est là, qui est disponible. Et eux, quand ils publient, gèrent aussi la modération. Et derrière moi, j'essaie juste de jouer un petit rôle de coordinateur. Mon rôle, c'est le moins important dans l'équipe. Et voilà, donc c'est ça en gros mon boulot day to day. Mais à côté, j'essaie de tout faire pour aider notre entreprise à se positionner comme elle le veut. Et l'élément principal de positionnement que nous voulons, c'est de faciliter la vie aux Sénégalais de façon quotidienne. Alors, je vais pas vous surprendre parce que quand je parle aujourd'hui de content manager, de communication, de marketing, alors que tout à l'heure dans ma formation, vous n'avez entendu nulle part marketing, on se dit, mais tiens, oui, je travaille dans quelque chose que je n'ai pas forcément apprise, mais ça aussi, c'est le type d'entreprise que nous avons, qui fait confiance au talent
autant qu'il fait confiance à la connaissance et à la compétence. Quelle donc alors, ce qu'il faut pour exercer le métier que nous faisons, c'est d'abord beaucoup d'attention aux détails. Mais avant même cette attention aux détails, il faut une vraie compréhension du business dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire content manager si on ne sait pas nous-mêmes ce que Wave fait concrètement et où Wave veut aller. Donc, il a fallu comprendre d'abord cet aspect-là. Une fois cela fait, voir quel est le type de communication qui est adapté aux valeurs de Wave, parce que nous avons des valeurs. Mais si on propose une communication, il faut que ce soit une communication qui est adaptée aux valeurs qui sont les nôtres. Un autre point qui est nécessaire dans ce job, c'est de prendre toujours le pouls des populations. Ça doit être virtuel, ça doit être aussi réel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attire le Sénégalais en termes de communication? Qu'est-ce qui attire notre cible seulement, quoi? Parce que Wave, c'est au Sénégal, c'est dans d'autres pays, mais au Sénégal, nous n'avons pas que des Sénégalais comme clients. Donc, qu'est-ce qui attire les gens en termes de contenu de communication? Il faut beaucoup de veille pour savoir cela. Beaucoup de veille aussi, de même, sur Internet, pour savoir quelles sont les tendances. Si tu veux communiquer sur Internet, il faut que tu saches qu'est-ce qui va toucher. D'accord? Donc, il faut tous ces prérequis-là, mais le prérequis le plus important, et que peut-être moi je n'ai pas, c'est qu'il faut au moins apprendre ce métier-là. L'apprendre de façon formelle, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire aller à l'école, apprendre la communication, apprendre le marketing. Et si on n'a pas eu cette chance, comme moi, au moins l'apprendre sur le tas. Et l'apprendre sur le tas, c'est lire beaucoup de bouquins qui parlent de communication et de marketing. C'est côtoyer des gens qui travaillent dans cela et apprendre d'eux. Moi, j'apprends beaucoup de ma patronne qui m'a beaucoup aidé. Et surtout, développer un talent d'écriture. Parce que c'est important quand on poste des choses, qu'on sache comment bien les écrire pour que ce soit accessible et facile à comprendre pour eux. Donc, ce n'est pas difficile, ce n'est pas un job difficile, mais ce n'est pas la chose la plus facile non plus. C'est ça. Alors ça, ce sont des casquettes que j'avais cachées. Alors, je ne suis pas acteur en soi. J'ai interprété Léopold Sédar Senghor dans un film de Moussa Senapsa. Je peux vous raconter la chose. J'étais chez moi, il est 18h passé, un ami, Pape Sek, qui est réalisateur, m'appelle. Boy, il y a un film et il y a un rôle de Senghor. On a cherché fatigué, je leur ai dit que j'ai quelqu'un. Je dis, mais tu me parles de film là, moi je ne suis pas dans ça, je ne sais pas faire ça. Il me dit, Joe, j'ai déjà donné ma parole, tu vas venir. Allez, je pars le lendemain pour le casting, je dois faire un casting, les gens me disent, mais en fait, tu es déjà bon pour ça, dès qu'ils me voient. Et c'est parti comme ça, j'ai joué le rôle de Senghor dans Black and White de Moussa Senapsa et j'ai adoré, mais ça ne fait pas de moi un acteur, je crois, et c'était une belle aventure. Oui, activiste, parce qu'au-delà de l'argent qu'on peut se faire dans notre travail, au-delà de la réputation qu'on puisse avoir, je demeure convaincu que nous avons tous le devoir de travailler pour notre pays. Et pour cela que nous portons parfois la casquette d'activiste, non pas d'opposant, hein, parce que pour moi, l'activiste réel, c'est celui qui peut applaudir le gouvernement en place parce qu'il a fait quelque chose de bien, mais qui va tout de suite taper aussi sur le gouvernement parce qu'ils ont fait quelque chose qui est contraire à la volonté populaire. Donc c'est ça que j'appelle activiste. Et oui, nous portons aussi cette casquette. Auteur, oui, nous avons produit 3 petits livres. Le premier en 2008, Par mots et par sentiment. Le second en 2014, parce que c'est tous les 6 ans que nous essayons de sortir quelque chose. Donc, en 2014, nous avons produit Souvenirs et perspectives, qui retrace un peu notre parcours très difficile, mais heureux à la fin. Et en 2020, nous avons sorti Silence bruissant. Voilà, mais je ne sais pas si je peux être auteur parce que si je peux porter le titre d'auteur, parce que je n'ai pas pour vocation, quand j'écris, ce n'est pas pour être écrivain, en réalité, c'est juste pour, prêtez-moi l'expression en Wolof, war sa khalat, un peu. Donc moi, j'écris, après on publie, etc. Mais je ne veux pas du tout être écrivain, je ne veux pas du tout être auteur, je veux juste être Brice. Mais voilà, ça c'est la 3e casquette que vous avez évoquée. Et c'est très difficile de mélanger tout ça finalement. Surtout quand on est devenu papa, c'est un peu plus difficile, mais voilà, on essaie de faire avec.
Je dois être très honnête, c'est difficile. C'est difficile dans la mesure où parfois ça nous plonge dans, dans notre réalité. Porter autant de casquettes quelque part, c'est fuir une réalité. Personnellement, je fais tout pour être activiste quand il faut, être content manager quand il faut, écrire quand il faut, etc. Mais derrière, il y a une réalité qui nous rattrape. Est-ce que nous sommes heureux? Et c'est une question personnellement que je me pose beaucoup. Quand je suis tout seul dans ma maison, je me dis, tiens, est-ce que je ne suis pas juste en train de fuir en travaillant beaucoup, en écrivant beaucoup, en étant beaucoup dans des activités? Est-ce que ce n'est pas une réalité que je fuis? Donc c'est très, très, très difficile déjà d'avoir une stabilité sociale quand on porte toutes ces casquettes-là. Mais de l'autre côté, quand on est seul entre quatre murs et que la vérité de notre solitude nous frappe, c'est difficile. Par contre, pourquoi on va se plaindre? Tu payes quand même les factures, tu essaies de faire de ton mieux pour que tes enfants aient une vie meilleure que celle que tu as connue. Tu rends beaucoup de gens heureux dehors. Et ça, on peut et ton entreprise te regarde et te dit, nous sommes fiers de toi, nous sommes heureux du travail que tu fais. Ça, ce sont des choses qu'on a et qu'on gagne et nous sommes fiers de ça. Même si à côté, c'est pas facile, on peut prendre ça et puis vivre avec en attendant, quoi. C'est ça. Les causes qui me tiennent à cœur, je dis d'abord l'enfance. L'enfance parce que moi, j'ai su réellement que j'avais des parents quand j'ai eu 15 ans. Ma mère, je la rencontre réellement quand j'ai 15 ans. Mon père, je l'avais au téléphone parfois. Et ce n'étaient pas des conditions faciles dans lesquelles j'ai vécu, hein, mais ça, c'est du passé et puis on ne va pas se plaindre. De toute façon, on en est là aujourd'hui. Donc, l'enfance, et ça fait que j'essaye de mon mieux de me battre. Quand je vois le matin des enfants que je croise étant dans ma voiture, moi faisant le petit boss, je vois des petits enfants tendre la main, il est 6 heures du matin, il est 7 heures, sans chaussures, ça ne peut que me faire très mal, surtout que j'avais énormément de chance d'être comme eux. Donc, c'est pour cela qu'on se bat beaucoup pour l'enfance. La femme, c'est une cause qui me tient beaucoup, 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 beaucoup à cœur parce que c'est une femme qui nous a élevés pendant 15 ans sans être notre mère et qui nous a inculqué beaucoup de valeurs dont le respect de la femme, dont même presque la soumission à la femme. C'est presque ce qu'elle nous a inculqué et aujourd'hui nous en sommes fiers. C'est pourquoi quand on voit des femmes être battues, violentées, violées, ce sont des choses qui nous font mal et nous essayons de nous battre aux côtés d'organisations comme ONU Femmes, chaque fois que nous pouvons pour ces causes-là. Donc ce sont les deux causes principales qui me tiennent à cœur. À côté, j'essaye de faire le peu de social que je puisse faire sans avoir de l'argent, sans donner de l'argent, mais en aidant à la formation parce que l'éducation aussi, nous y tenons beaucoup. Les jeunes en quête de vocation, vous savez, je déteste donner des conseils parce que je trouve que je n'ai rien d'exceptionnel, je n'ai rien accompli d'exceptionnel pour donner des conseils. Par contre, je me donne des conseils à moi-même. Donc, j'essaye, en me les donnant, peut-être que ça peut être utile pour les autres. Et donc, les conseils que je me donne à moi, c'est de ne pas abandonner. Quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation, ne pas abandonner. Vous savez, ce pays est très difficile pour les jeunes. C'est limite très... ça nous tue. Mais vous avez utilisé un mot important, c'est la vocation. La vocation, il faut d'abord l'identifier. Il faut aller la chercher. Et il n'y a pas de modèle typique de réussite. Celui qui a une Range Rover, mais qui a un boulot qui le stresse, qui le fatigue, ce n'est pas moi mon modèle de réussite. Par contre, le gars Sadio Mané, c'est mon modèle de réussite par exemple, parce que ce gosse, il réussit dans sa passion. Pour moi, c'est ça la vocation, il faut l'identifier. Je veux devenir footballeur, il faut que je me donne les moyens de devenir footballeur. C'est ça. Je veux devenir marketeur, il faut que je me donne les moyens d'être un marketeur. Je veux devenir, je ne sais pas moi, femme de ménage, couturier, il faut que je me donne les bons moyens d'y arriver. Il faut identifier d'abord sa vocation. Une fois qu'on y est,
ne pas céder. Je le disais tout à l'heure, ne jamais abandonner. Parce que, mon ami, quand tu y crois, souvent tu es le seul à y croire. Jusqu'à ce que tu réussisses et que les gens disent « Ah, finalement, nous on y croyait avec lui. » En vérité, ils n'y croyaient pas. Mais quand tu y arrives, ben, tu donnes une bonne claque à tout le monde. Pour moi, il faut aller trouver le moyen de donner une claque aux gens qui nous disaient « C'était pas possible, ce ne sera jamais possible, tu n'as pas le talent, etc. » Et autre conseil que je me donne à moi-même, c'est de cultiver l'humilité. C'est une valeur principale dans la vie. Et pour moi, l'humilité, c'est ce qui nous conduit à apprendre tout le temps, de tout le monde. Du gars qu'on appelle un fou dans la rue, on peut apprendre. Du directeur de société, on peut apprendre. De quelqu'un qui a entrepris sans avoir même été à l'école, on peut apprendre. De la femme de ménage, on peut apprendre. De la nounou, on peut apprendre. Donc, c'est ça l'humilité, il faut la cultiver et ne jamais se considérer supérieur aux gens. Parce qu'à the end of the day, il n'y en a pas un seul qui soit supérieur à l'autre, sachant que nous tous, nous allons finir six pieds sous terre, en costume ou en percale. Ça dépendra. Donc, il faudra être très humble. Et dans humilité, je mettrai tout ce qui est simplicité aussi. C'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Être simple, être accessible. Parfois, c'est difficile d'être accessible, par contre, parce que en raison du travail, on vous appelle, on ne vous joint pas, etc. Mais être simple, pour moi, c'est... En tout cas, ce sont les conseils que je me donne à moi et peut-être que ça peut être utile à ceux qui vont nous suivre aussi. Mon mot de la fin, c'est beaucoup de remerciements à Birama Wack. Et remerciements parce que je suis certain qu'il y a des profils tellement intéressants à prendre, à interviewer dans ce pays. Si ça tombe sur moi, c'est peut-être de la chance, mais pas un mérite. Donc, pour cela, je les remercie. Je remercie tous ceux qui suivront et qui apprécieront ou pas ce qui a été dit. Mais surtout, je tiens à demander à tous ceux qui nous regarderont de me pardonner toute erreur que je commettrai dans ce que j'ai dit. Et sachant que s'il y a du bien, comme on dit en Wolof, c'est grâce à Dieu. Mais si ce n'est pas bon, c'est parce que c'était moi et que je ne suis qu'un simple humain. Encore merci à vous qui êtes venus un dimanche ici et voilà, à très bientôt, je l'espère. 6 in the morning, ñu tàmbale seeni journée may jeexal yow mi di tëdd fajar def sama life ci yaakaar bu tasul am ñu mu jaloo ba yegg jeel